Pour information, donc cette session aujourd'hui, elle est organisée dans le cadre de l'offre innovation de l'ANS, que vous connaissez, je pense tous, puisque vous êtes des startups qui faites partie de cette offre-ci. L'offre innovation, elle a pour vocation d'accompagner les entreprises innovantes de la e-santé sur des thématiques d'expertise de l'ANS. Donc, que ce soit cybersécurité, que ce soit référencement, interopérabilité, voilà, vous avez peut-être pu profiter de différentes prestations de notre offre. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une session collective sur l'analyse de risque et sécurité opérationnelle. Juste pour rappel et avant de te laisser la main, Iman, ces sessions-là, elles ont pour vocation à être très interactives, donc surtout n'hésitez pas à intervenir et à faire part de vos questions. À la fin, on fera passer un petit sondage donc pour voir ce que vous voulez voir ensuite comme session collective, ce que vous auriez voulu voir différemment, et savoir si cette session, elle vous a plu. Merci beaucoup de vous être connectés et Iman, je te laisse la main. Merci beaucoup pour cette introduction, Alice. Donc, je vous propose qu'on puisse commencer. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? On voit ton écran. Très bien. Alice, est-ce que tu peux aussi désactiver, activer les micros Oui, je viens d'activer les micros. Vous avez tous la main maintenant si vous voulez poser des questions pour les poser à voix haute. Très bien, merci beaucoup. Et donc, notre session aujourd'hui va porter sur l'analyse de risque et la sécurité opérationnelle. Nous allons voir ensemble, dans une première partie, ce que c'est une analyse de risque, avec un focus sur la méthode EBIOS-RM, qui est la méthode préconisée par l'ANSSI. Ensuite, nous allons voir quelques bonnes pratiques dans le cadre de la sécurité opérationnelle. Et enfin, nous allons finir notre section avec un vrai texte d'intervention du CERT Santé pour un incident cyber. Donc, par rapport aux intervenants de cette session, je vais co-animer cette session avec Olivier. Donc, je commence par me présenter. Je suis Iman Msaoubi, je suis experte cybersécurité pour l'ANS et j'interviens sur deux sujets, l'accompagnement des startups du Paris Santé Campus pour l'évolution de leur niveau de maturité cyber. Et je serai accompagnée par Olivier qui nous rejoindra dans quelques minutes et qui est un expert cybersécurité et qui intervient au niveau du CERT Santé, au niveau de l'ANS. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par un petit rappel autour des grandes définitions des besoins de sécurité. Donc, concernant la sécurité de l'information et la mise en place des mesures de sécurité, il est nécessaire de respecter 4 piliers, notamment la confidentialité, qui va viser à garantir que les données ne sont accessibles que pour les utilisateurs autorisés. Puis la disponibilité, c'est-à-dire le fait de garantir que ces données sont accessibles en temps voulu par les utilisateurs autorisés. L'intégrité, c'est le fait de garantir que ces données ne soient pas altérées tout au long du cycle de vie de l'information. Et enfin, la traçabilité, c'est le fait de pouvoir tracer et avoir la capacité de déterminer l'origine et les traces de l'évolution des données tout au long de leur cycle de vie. Et donc, pour pouvoir mettre en place une stratégie cyber, il est nécessaire de pouvoir évaluer ses besoins, pouvoir les prioriser et pouvoir identifier les risques qui peuvent contrer ces besoins-là. Pour cela, il est nécessaire de s'engager dans une démarche d'analyse de risque. Grosso modo, l'analyse de risque, ça va être le process qui va permettre d'évaluer les besoins de sécurité, de pouvoir les prioriser, d'identifier les risques et de pouvoir mettre en place les mesures de sécurité qui vont pouvoir les atténuer. Une démarche d'analyse de risque est globalement composée de 5 étapes. Une première étape qui vise à avoir une compréhension du contexte métier du SI auquel on effectue l'analyse de risque. Une deuxième étape qui vise à identifier les besoins de sécurité et les vulnérabilités associées. Et enfin, une troisième étape qui va permettre de définir les risques de sécurité, de pouvoir identifier leur impact sur le SI en question et de pouvoir identifier leur vraisemblance.
Suite à l'identification des risques, il va être nécessaire d'élaborer un plan d'action avec des actions priorisées et enfin suivre l'implémentation de ce plan d'action dans le temps. Donc, globalement, ce sont les 5 étapes de la réalisation d'une analyse de risque, quelle que soit la méthode, qui se base globalement sur la norme ISO 27005. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, il existe plusieurs méthodes d'analyse de risque et que la méthode qui est préconisée aujourd'hui, c'est la méthode EBIO-CRM. EBIO-CRM, ça va être une méthode d'analyse de risque qui a été définie et mise en place par l'ANSSI et qui est composée de 5 ateliers principaux. Un premier atelier qui vise à déterminer l'écosystème du système d'information à travers une définition des besoins de métiers associés, des événements redoutés et la définition du socle de sécurité associé. Un deuxième atelier qui va avoir comme objectif l'identification des sources de risque et des objectifs visés. Puis un troisième atelier qui va permettre de connaître l'écosystème du système d'information qui fait l'objet de l'étude et de pouvoir identifier les scénarios stratégiques. Suite au troisième atelier, le quatrième atelier vise à élaborer les scénarios opérationnels et enfin, le dernier atelier vise à mettre en place un plan de traitement de risque. Donc, dans un premier temps, tous ces termes peuvent paraître un peu barbares à première vue, mais tout au long de cette première partie de cette session, nous allons pouvoir les découvrir au fur et à mesure et comprendre de quoi il s'agit de manière détaillée. Donc, concernant le premier atelier de la méthode EBIO-CRM, c'est un atelier qui vise grosso modo à identifier les besoins métiers, les événements de redoutés et le socle de sécurité. Donc, ce qu'on veut dire par les besoins métiers, ça va être tout ce qui a en fait de la valeur par rapport au système d'information qui fait l'objet de l'étude. Ça peut être, par exemple, du composant matériel, ça peut être tout ce qui est en lien avec de la brique logicielle, ça peut être aussi en lien avec l'infrastructure. Donc, tout ce qui entoure le système d'information et qui apporte de la valeur à celui-ci. Par la suite, il sera question d'identifier les événements redoutés. Les événements redoutés consistent à identifier tout événement en fait qui est inacceptable par rapport aux besoins de sécurité qu'on a définis auparavant. Ça peut être par exemple la définition d'un temps de disponibilité qui est inacceptable par rapport à un système d'information, le fait de garantir que ce système d'information doit être disponible pendant une durée bien définie, ou de garantir que ce système d'information doit être protégé de manière à ce que les informations, de manière à garantir un haut niveau de confidentialité. Donc ça, ce sont les 2 premières étapes du premier atelier. La troisième étape vise à faire une analyse des cas de la sécurité du système d'information par rapport à un référentiel de sécurité donnée. Ce référentiel, ça peut être des règles de base de la sécurité en s'appuyant par exemple sur des référentiels à l'état de l'art, comme par exemple le guide d'hygiène de l'ANSSI ou la PGSSIS ou la PSSIE, etc. Dans certains contextes de conformité réglementaire, comme par exemple la conformité vis-à-vis de l'ISO 27001, le socle de sécurité dans ce cas, ça sera la norme ISO 27001. Et dans ce cas, la finalité de cette troisième étape de l'atelier va être d'identifier les écarts vis-à-vis du référentiel pour mettre en place des règles de base de la sécurité. Donc, suite à l'atelier numéro 1, l'atelier numéro 2 va viser à identifier les sources de risque et les objectifs visés. Excuse-moi, du coup, Iman, je me pose une petite question.
Pour rebondir sur l'atelier 1 que tu présentes, vous, dans l'offre innovation, dans Les l'offre sources vont être tout élément ou toute Iman, catégorie, est-ce que tu nous entends? tout élément ou toute catégorie d'attaquants qui vont vouloir porter atteinte au système d'information. Donc, ces catégories d'attaquants, ça peut être par exemple des crimes organisés, des concurrents, ça peut être même des collaborateurs ou des prestataires. Chaque source de risque va avoir un objectif visé, c'est-à-dire une finalité qui va être à l'origine de l'attaque menée. Ça peut être par exemple un vol d'informations, ça peut être par exemple un amateur qui cherche du défi ou du divertissement, ça peut être du sabotage de l'infrastructure ou peut-être par exemple divulguer des messages dans le cadre d'une attaque qui vise à mettre en place de la propagande. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette partie-là, par rapport à l'atelier numéro 2 de l'EBIO-CRM. Est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Si c'est clair, je vous propose de passer à l'atelier numéro 3. Et l'atelier numéro 3 consiste à faire une étude de l'écosystème. Ah, il y a un petit problème de son. Effectivement, je n'entends pas. Allô, est-ce que tu nous entends, Iman? Oui, je vous entends maintenant. Ah, super. Oui, moi, je voulais juste rebondir sur ces ateliers donc, Mhm. que tu présentais. Vous, dans le cadre de l'offre innovation, donc dans le cadre des services que vous proposez dans l'offre innovation, vous proposez une analyse de risque notamment. Est-ce qu'elle s'inscrit un petit peu dans ces ateliers-là que vous présentez? Alors oui, notre offre d'analyse de risque ou notre offre d'identification des besoins de sécurité s'inscrit un peu dans ce contexte, mais c'est plutôt une analyse de risque, on va dire, assez bas niveau et assez synthétique qui permet Mmh. dans un premier temps d'identifier les besoins de sécurité. Mmh. On peut dire Et en fait ça, que c'est un premier pas vers la démarche que tu présentes? effectivement, Mmh. là, c'est plutôt la démarche EBIO-CRM, c'est une méthode d'analyse de risque qui est préconisée par l'ANSSI et c'est plutôt une méthode d'analyse de risque assez globale qui va être assez exhaustive et assez haut niveau. OK. Merci. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Moi, je vois un écran noir, mais je sais pas s'il y a que moi ou pas. Je vous propose de repartager mon écran. Oui. C'est le haut-parleur ou l'écran, il faut choisir. C'est bon, on voit, merci. Parfait. Et du coup, par rapport au troisième atelier de la méthode EBIO-CRM, ça va être un atelier qui vise à déterminer l'écosystème autour du système d'information. Cet écosystème, ça va être l'ensemble des acteurs impliqués et qui peuvent représenter de la menace par rapport à notre système d'information qui fait l'objet de l'étude. Ces parties prenantes, ça peut être par exemple des prestataires, ça peut être des clients, ça peut être par exemple des utilisateurs internes, ça peut être des administrateurs, etc. Et donc, cette étude va nous permettre de identifier à quel point ces parties prenantes représentent de la menace par rapport au système d'information et par la suite mettre en place des actions qui peuvent pouvoir remédier à cette menace et pouvoir diminuer leur niveau de la menace à travers la diminution, par exemple, du niveau de leur exposition ou de l'augmentation de leur niveau de leur fiabilité cyber. Si on prend par exemple si on prend l'exemple d'un prestataire IT, certaines mesures mises en place vont permettre d'améliorer
ou plutôt de diminuer leur niveau de la menace. Par exemple, de la contractualisation en intégrant des exigences de sécurité dans des passes, par exemple, ce qui va permettre globalement de diminuer leur niveau de menace. Le second objectif de l'atelier 3 de la méthode EBIO-CRM, c'est l'élaboration des scénarios stratégiques. Et donc, les scénarios stratégiques, ce sont des scénarios qui représentent une vue haut niveau sur le cheminement d'attaque. C'est une description de la manière dont l'attaquant va procéder pour mener à bien son attaque. Pour ce faire, nous allons revenir un petit peu sur les ateliers qu'on avait définis précédemment et nous allons nous poser la question autour des sources de risque, c'est-à-dire par quel type d'attaquant mon système d'information est visé. Que va être sa motivation, c'est-à-dire quelles vont être ses intentions et qu'est-ce qu'il va chercher à attaquer. La troisième question, c'est pour mener à bien son attaque, quels sont les besoins de sécurité et quels sont les éléments auxquels il va porter atteinte. Ça sera donc les événements redoutés qu'on a définis précédemment. Et enfin, quelles cibles techniques vulnérables vont lui permettre de mettre au point son attaque et de s'introduire dans le SI. Ici, on peut trouver une liste d'exemples d'événements redoutés, comme par exemple le vol d'informations par un concurrent malveillant dans un but concurrentiel ou le sabotage de l'infrastructure et du SI par des attaquants de type terroriste dans le but de saboter l'équipement de l'organisation ou un détournement de ressources par des attaquants de type crime organisé pour mettre en place un réseau de botnet et avoir des ressources de calcul. Et enfin, un dernier scénario, un dernier exemple de scénario stratégique, c'est utiliser la compromission d'un système d'information ou d'un produit dans le but de propager une vision idéologique. Et là, le type d'attaquant, ça va être par exemple des activistes idéologiques qui auront pour but de la propagande. Suite à l'élaboration des scénarios stratégiques, nous allons pouvoir élaborer des scénarios opérationnels. Les scénarios opérationnels, en fait, consistent au cheminement technique et au processus technique que vont mettre en place les attaquants pour pouvoir mener à bien leurs attaques. Et donc, pour pouvoir mieux comprendre ce cheminement technique, il est nécessaire de prendre en considération 4 phases de la réalisation d'une attaque. Notamment, la phase de reconnaissance, c'est la phase où l'attaquant euh, se renseigne et collecte des informations autour du système cible. Ça peut être par exemple via de l'ingénierie sociale, via des mails de phishing ou des renseignements sur le site web par exemple d'une entreprise, etc. Et à travers les informations qu'il a collectées, il pourra identifier une porte d'entrée qui lui permettra de s'introduire dans le SI, se propager dans le réseau et obtenir des accès pour pouvoir exploiter des vulnérabilités identifiées au sein du SI et mener à bien son attaque. Donc ici, on a l'exemple de 2 scénarios opérationnels dont la finalité, c'est une fuite de données sensibles. Donc, lors de la première phase de reconnaissance, un attaquant va essayer de s'introduire dans un SI en exploitant des faiblesses de sûreté physique de l'entreprise. Par la suite, il pourra identifier un ordinateur non sécurisé via, par exemple,
via par exemple un câble de sécurité qu'il pourra dérober et il pourra par la suite exploiter des faiblesses d'authentification pour mener une attaque par force brute, par exemple, et pouvoir s'authentifier et accéder à des données sensibles telles que des données, par exemple, de recherche et de développement, des données stratégiques de l'entreprise, des données à caractère personnel, etc. Un deuxième scénario possible, ça va être la recherche d'informations au travers, par exemple, de l'ingénierie sociale ou à travers une attaque par phishing qui va permettre à un attaquant d'avoir la main sur des identifiants légitimes qui vont, par exemple, lui permettre d'accéder à la boîte mail d'un utilisateur légitime via, par exemple, webmail. Et à travers cela, il pourra accéder à des données sensibles de l'entreprise, des données à caractère personnel, etc. Ce qui va permettre à l'attaquant euh, de pouvoir accéder à des informations. Et donc, à travers les scénarios opérationnels, on va réussir à identifier les vulnérabilités qui vont pouvoir permettre à l'attaquant d'arriver à sa finalité et pouvoir aussi avoir connaissance des mesures de sécurité qui sont mises en place et qui pourront rendre la tâche difficile à l'attaquant pour pouvoir mener son attaque. Suite aux vulnérabilités identifiées, une matrice de risque pourra être élaborée et qui repose sur de la vraisemblance et la gravité et va nous permettre de classer les risques en fonction à la fois de la vraisemblance et de la gravité pour pouvoir par la suite élaborer un plan de traitement de risque qui va être composé de 4 actions possibles. La première action, c'est le fait d'accepter ce risque et cette option, elle est possible quand, par exemple, la gravité du risque est très très faible ou, par exemple, que sa vraisemblance, c'est-à-dire sa probabilité de réalisation, est très très faible. Le risque aussi peut être géré et à travers 3 manières différentes. Soit on l'évite, c'est-à-dire qu'on arrête carrément l'activité ou qu'on modifie le contexte de l'activité qui est à l'origine de ce risque. Soit on le réduit, et c'est ce qu'on fait très souvent, à travers la mise en place de mesures de sécurité adéquates qui vont permettre de corriger les vulnérabilités et par la suite de réduire la vraisemblance de risque, soit on le transfère à un tiers qui va pouvoir mettre en place les mesures de sécurité adéquates et par la suite diminuer les impacts de ce risque. Suite à la construction du plan d'action et des mesures de sécurité, on peut construire une nouvelle matrice de risque pour voir l'impact des mesures de sécurité sur la diminution de risque et pouvoir évaluer concrètement les mesures de sécurité qui ont été mises en place. Donc, on arrive à la fin de cette première partie de la session qui est l'analyse de risque. Et pour finir, voici quelques recommandations dans le cadre de la réalisation de l'analyse de risque, notamment des recommandations en amont de l'analyse de risque, mettre en place de la communication, c'est-à-dire assurer une compréhension partagée entre les différentes parties prenantes qui interviennent dans le processus d'analyse de risque pour optimiser les mesures et le déroulement de l'analyse de risque. L'équipe d'analyse de risque doit aussi être multidisciplinaire et composée d'experts de sécurité et de représentants métiers pour pour avoir une évaluation du risque à la fois du point de vue métier et du point de vue sécurité et délimiter le périmètre de l'analyse de risque pour pouvoir mettre en place des mesures pertinentes permettant de pallier aux différentes vulnérabilités identifiées. Lors de l'analyse de risque, il est aussi nécessaire d'identifier les actifs de manière exhaustive, d'identifier les risques, de les prioriser et de mettre en place des objectifs de risque adéquats, notamment au travers du plan d'action.
Au travers le plan d'action, il est nécessaire aussi de définir un porteur de risque pour s'assurer de la bonne application des mesures de sécurité. Donc, suite à la mise en place du plan d'action, il est nécessaire aussi de s'assurer de la bonne mise en œuvre des mesures de sécurité et de les réévaluer, notamment à travers différents comités de sécurité pour pouvoir informer régulièrement toutes les parties prenantes des résultats de l'analyse de risque et pouvoir avoir une vue sur les évolutions et les progrès dans le cadre du déploiement du plan d'action. Et donc, on arrive à la fin de cette première partie d'analyse de risque. Donc, je te donne la main, Olivier, et je te laisse te présenter dans un premier temps pour la partie sécurité opérationnelle. Je vais réactiver ton micro, Olivier. Oui. Hop, c'est bon. Merci beaucoup, Alice. Ok, merci. Je pense si tu peux déverrouiller mon accès à la caméra aussi, à la possibilité de partager mon écran, comme ça Bon. vous ne serez pas dépendant de devoir diffuser les slides. C'est bon. Hop. Normalement, vous devez voir mon écran. Yes. Voilà. Avec mes magnifiques mails. Hop là. Et si je fais ça, c'est moderne, vous voyez ma tête? Yes, parfait. Ah, vraiment, c'est bien, vraiment, c'est bien fichu. Par contre, là, du coup, vous ne devez pas voir les slides que je projette, j'imagine. Non, Non, on voit pas ta encore. tête et ton fond d'écran. Ok, voilà. Mauvais écran. Hop, donc je reprends là où on s'était arrêté. Donc, déjà, peut-être je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Olivier Ruet-Cross, je suis analyste en réponse sur incident au CERT Santé. Je fais de ce qu'on appelle de l'analyse et de l'expertise en forensique. Donc, c'est-à-dire que mon métier, c'est soit dans le cadre de procès, soit à la suite d'incidents de sécurité, d'aller chercher les explications, d'aller chercher les éléments de réponse qui permettent de comprendre un incident, de renforcer un SI à la suite d'un incident et de, on va dire de faire les choix qui permettent de repartir au plus vite à la suite d'une crise de sécu. Ça, c'est la réponse sur incident. Ça fait partie d'un plus grand sac qu'on appelle la sécurité opérationnelle, ou SECOP pour les intimes. C'est-à-dire, c'est globalement, on va descendre évidemment dans le détail, mais c'est les différents axes de utiliser de la sécurité dans le cadre de, on va dire, du renforcement de l'analyse et de la protection d'un système d'information. C'est une des branches de la sécurité. Voilà, une autre très connue, là, évidemment, c'est l'analyse de risque. On vient d'en parler, Iman vient d'en parler pas mal. Voilà, on peut parler de sécurité dans les produits. Enfin bref. Sécurité, c'est une très grande famille avec tout un tas de branches. Et la sécurité opérationnelle, c'est une de ces sous-branches, souvent assez, à la fois assez visible et assez nébuleuse. Et donc l'objectif, justement, mon but, ça va être de vous expliquer un peu concrètement, ça consiste en quoi, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la SECOP, mais aussi et surtout, et je pense que c'est ça qui va vous intéresser, essayer de détailler le pourquoi ça vous concerne. Pourquoi ça vous concerne de faire de la SECOP et pourquoi ça vous concerne même quand votre cœur de métier n'est pas forcément ni de faire de la sécurité, ni même parfois de faire d'avoir énormément d'usages articulés autour de la sécurité et du numérique. Je parle beaucoup, je suis très bavard. Faut pas hésiter à m'interrompre, faut pas hésiter à poser vos questions, faut pas hésiter à dire si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je raconte, ce qui est aussi totalement possible. La finalité, c'est pas de m'écouter parler pendant 1 heure, parce que sinon on va tous s'ennuyer. Moi, le premier. De toute façon, on fera régulièrement des pauses et des moments où l'objectif, ce sera d'échanger un peu ensemble pour avoir vos retours et un peu vos propositions de réponse à des questions et à des débats autour de différents sujets de SECOP. Donc voilà, régulièrement, je ferai des ateliers où voilà, on se posera un peu des questions de la SECOP dans telle branche pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, peut-être pour commencer,
on va dire un des grands piliers, un des premiers grands piliers de la sécurité opérationnelle, c'est la veille en sécurité et plus spécifiquement la veille en vulnérabilité. Souvent, là dans les slides, on a regroupé ça sous le terme générique de veille cyber, mais en fait la veille cyber, c'est extrêmement vaste, ça regroupe beaucoup de choses et donc là, nous, on va surtout se concentrer sur la veille en vulnérabilité. Donc ce qu'il faut comprendre en termes de veille en vulnérabilité et de veille en menace, c'est que, c'est d'abord comprendre la finalité. C'est-à-dire que dans le vaste monde de la cybercriminalité et des menaces numériques en tout genre, il y a, premièrement, une première nécessité qui est de comprendre en fait, quels sont les points, les fragilités d'un système d'information, c'est-à-dire quels sont les éléments, les outils, les périphériques, les usages, qui, représentent un point de fragilité qui peuvent être réutilisés dans le cadre d'un incident. Un élément à bien avoir en tête, c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, un système d'information, c'est pas un bunker, c'est-à-dire on n'a pas une cloison unique et la finalité, c'est de franchir cette cloison. En réalité, un système d'information, c'est un ensemble d'acteurs, regroupés selon des graphes et des arbres et en fait, comment dire? Un incident, une attaque, c'est pas une vulnérabilité qui est exploitée et qui permet d'entrer, c'est une chaîne de points qui, cumulés les uns aux autres, vont permettre à l'attaquant, d'obtenir des informations, d'exfiltrer des données, de chiffrer des choses, et cetera. Il faut un peu voir ça comme un cambriolage. Je suis désolé, je suis très consommateur de métaphores. C'est-à-dire que, à la fin, ce qui fait que le cambrioleur est venu chez vous, c'est parce que, ah bah oui, vous aviez pas fermé le portail dans le jardin et ah oui, vous aviez pas verrouillé la porte à clé et ah oui, la police ce jour-là a pas fait de patrouille dans le quartier et ah oui, à ce moment-là, le chien dormait, et cetera. Voilà. Et c'est cet ensemble de fragilités-là qui fait qu'à la fin, la compromission est possible. Et donc c'est pas, donc on est vraiment et donc l'important à savoir, c'est que le moindre des points de cette chaîne est corrigé, se retrouve corrigé, bah, tout de suite l'incident s'arrête. L'incident n'est plus possible, ou tout du moins, son impact est réduit, les possibilités de l'attaquant sont réduites, ou alors on complexifie comment dire, on complexifie la facilité que l'attaquant peut avoir de rentrer, donc en gros, on lui complique la vie. Et ben, faire de la veille en vulnérabilité, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est regarder, voilà, dans tous les outils, les périphériques, dans tout le SI, quels sont les endroits, voilà, ah bah tiens, tel logiciel n'a pas été mis à jour et on sait que dans la version actuelle, si on fait telle et telle manipulation, ah bah on peut se connecter à une machine. Voilà. Ou ah bah tiens, on sait que sur tel protocole de communication, telle version, elle n'est pas correcte, et du coup, si on est déjà connecté, eh ben, on peut rebondir vers une autre machine. Bref, et ainsi de suite. Pour reprendre ma métaphore de tout à l'heure, c'est ben voilà, on va lister les différents points de la maison où on peut renforcer des choses, où il existe des contournements ou alors où il existe des renforcements, et on va dire ok, bah voilà comment on les met en place. Déjà, petit 1, voici quelles sont les vulnérabilités. Ça, c'est l'aspect, on va dire, le plus technique des choses, mais aussi, bien sûr, bah, réfléchir à, une fois qu'on a ces vulnérabilités-là, comment on met en place des démarches de correction, des démarches de patching, des démarches de mise à jour. Parce que, bah, a fortiori, nous, on est spécialisé, au sein du CERT Santé, on est spécialisé dans les SI hospitaliers, évidemment. A fortiori dans ces SI-là qui sont extrêmement grands et qui ont des fonctionnements très organiques avec des périmètres très matures et d'autres moins, etc. Et ben, il ne suffit pas juste de décider ah bah tiens, on corrige une vulnérabilité pour que ce soit fait. Des fois, ça doit s'intégrer dans des plans projets, des fois, ça doit s'intégrer dans des plans de charge. Il peut y avoir, dans certains cas, des problématiques de financement, etc., etc. Et donc, tout ça, ça s'anticipe. On peut pas le décider du jour au lendemain. Et donc, faire de la veille en vulnérabilité, c'est déjà avant tout regarder techniquement quels sont les points de fragilité de son SI. Le deuxième grand point, on va dire, de cette veille, alors qui n'est plus vraiment de la veille technique, mais qui est très complémentaire, c'est, on va dire, ce qu'on appelle, alors, ici, là, dans les slides, on a appelé ça faire de la veille sur écosystème. En général, dans le jargon, on appelle plutôt ça du renseignement sur la menace.
C'est-à-dire, en fait, on va se renseigner, alors voilà, sur tout un tas de sites, de communautés, de chats Telegram, d'informations, de documentation publiée par des partenaires, etc., etc., sur ah bah tiens, c'est quoi les vulnérabilités à la mode? C'est-à-dire, c'est quoi les vulnérabilités qu'on voit exploitées dans tous les incidents en ce moment? C'est quoi les cibles à la mode, par exemple? Voilà, les groupes d'attaquants un peu visibles. En ce moment, quand ils attaquent quoi et pour faire quoi? Est-ce qu'ils veulent simplement à des fins financières et opportunistes? Est-ce qu'ils récupèrent des données? S'ils récupèrent des données, quel type de données, en quantité, avec quels outils, selon quels moyens? Voilà. Donc on se renseigne en fait sur les activités et les modes opératoires des criminels et des cybercriminels courants et connus. Et sur la base de ça, on se dit, ah bah tiens, si, par exemple, s'il y a 4 hôpitaux en Pologne, 3 en Allemagne et 2 en Espagne qui ont été tous victimes du même type d'incident par le même groupe, avec une vulnérabilité à la mode qui a été publiée la semaine dernière, ah bah oui, forcément, ça va nous aider aussi à arbitrer par rapport à ce qu'on a vu avant, telle vulnérabilité est prioritaire sur telle autre à corriger, elle est plus critique, est-ce qu'il y a un correctif qui a été publié par l'éditeur, etc., etc. Donc il y a vraiment cette notion-là de tout autant se renseigner vraiment sur les points de fragilité que tout simplement sur les modes opératoires des attaquants. Ensuite, on sort directement de l'enjeu de veille en sécurité opérationnelle, mais ce sont des enjeux de veille tout de même, il y en a 2. Le premier, c'est la notion de veille technologique. Alors ça qui, pour le coup, est assez, on va dire, assez typique des domaines d'expertise. Nous, c'est quelque chose dans lequel on baigne en permanence et auquel on peut consacrer jusqu'à plusieurs heures par jour, à savoir se renseigner sur les outils d'investigation, les outils d'intervention, voilà, les moyens, les techniques, parce que évidemment, selon les types d'établissements auxquels on a affaire, selon les types de contextes, on ne processe pas une investigation et une gestion d'incident de la même manière. Et donc, forcément, il faut se tenir à jour de tiens, tel outil fait ça, je sais pas, tel outil a développé un module pour faire de l'investigation mobile, ou tiens, en ce moment, il y a telle entreprise qui a publié une cartographie des cybercriminels étatiques, etc., etc. Donc, il y a cette notion de veille technologique qui est plus, au départ, une niche réservée, plutôt orientée vers les experts, mais qui, dans l'absolu, concerne en fait tous les gens qui sont chargés de près ou de loin à la mise en place de politiques de sécurité. Et enfin, quatrième et dernier volet, et qui pour le coup concerne beaucoup plus des services support et des services transverses, c'est la notion de veille réglementaire. Notamment quand il s'agit de tout ce qui est gestion des données et anticipation des fuites de données, mais aussi quand il s'agit de cadres d'intervention, de cadres de partenariat, etc. Il y a tout un tas de textes, de réglementations, de circulaires, d'arrêtés qui régissent le fonctionnement du vaste monde de la cybersécurité. Et donc, forcément, il y a une vraie nécessité de se tenir à jour de ça. L'exemple typique, qui est assez courant, pour refaire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les veilles en vulnérabilité, c'est qu'il arrive aussi très souvent que des éditeurs ou des outils soient victimes de vulnérabilités. Donc voilà, il y a une vulnérabilité sur leur outil, il y a un point de fragilité, mais l'éditeur n'a pas communiqué dessus. C'est-à-dire qu'il n'a pas documenté, il n'a pas clarifié, il n'a pas prévu de mesures pour corriger ce qui se passe. Donc forcément, tous ces clients sont potentiellement menacés et se posent la question de qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place pour aider à cette correction, et qu'est-ce qu'il est possible de faire en termes de cadre juridique et de communication aux établissements pour dire tel éditeur vous l'a pas dit, mais là il y a un problème, par exemple. Et ça, forcément, on ne peut pas le faire comme ça à la cow-boy en sortant du bois. Il y a un cadre, il y a des règles à respecter. Et à l'image du domaine, finalement, c'est des règles qui sont en évolution permanente. Je ne sais pas si certains dans le groupe ont déjà entendu parler de circulaires comme NIS2, par exemple, comme toutes les circulaires autour tous les arrêtés, les veilles réglementaires autour de Secnum Cloud et de la protection des données en cloud, etc., etc. Les certifications HDS, les certifications critères communs aussi, qui sont assez classiques, même si un peu plus spécifiques et moins liées au monde de la santé, etc., etc. Tout ça, il y a une nécessité de se maintenir à jour en permanence autour des enjeux réglementaires et juridiques. Et donc, de fait, il y a
Toujours. Alors, bien sûr, il y a certaines choses qui sont beaucoup plus des éléments, des services d'expertise spécifiques ou des prestataires spécifiques qui vont faire de la veille en vulnérabilité, qui vont faire du renseignement, etc. Mais il y a aussi une vraie nécessité chez la part de tous les acteurs, les éditeurs, les hébergeurs, les partenaires, d'avoir cette logique de, au fait, se poser la question de quel périmètre me concerne et sur quel périmètre autour du monde de la sécurité je suis censé me tenir à jour. Et si je dois me tenir à jour, bah voilà, quelles sont les ressources que je peux utiliser dans ce but-là, quels sont les objectifs que je peux poursuivre, etc., etc. Donc on en parlait en termes de sources et en termes de canaux. Alors bah déjà, il faut savoir que, bon, je pense que tout le monde à peu près connaît l'ANSSI. L'ANSSI a tout un tas d'homologues à travers les pays européens et ailleurs. Les plus connus, c'est l'ENISA, qui est donc une sorte d'ANSSI centralisée européenne, le CISA et le FIRST aux États-Unis, etc. Bref, toutes les agences gouvernementales spécialisées soit en sécurité, soit en renseignement, ont en général des logiques de veille et de publication d'informations sur les groupes de cybercriminels ou sur les veilles en vulnérabilité. Évidemment, nous, au sein du CERT Santé, typiquement en France, on a aussi une logique de publication des vulnérabilités courantes, où tous les jours, on reçoit des listes de vulnérabilités entre 20 et 30, et on fait un arbitrage de quels sont les plus critiques sur lesquels il faut vraiment concentrer l'attention. Bah ça, la plupart des CERT publics le font. Et certains CERT privés, pareil, relaient ce type d'informations. Toutes les équipes, donc on en parlait, toutes les équipes de réponse sur incident, donc voilà, les CERT publics, le CERT Santé, le MCERT, le CERT Aviation, le CERT de l'ANSSI, donc CERT FR, toutes les équipes d'intervention, les prestataires spécialisés en sécurité. Il y a même des prestataires spécialisés en veille en vulnérabilité qui vont voilà, venir soit diffuser des avis, des bulletins, des alertes, des fiches d'aide à l'accompagnement, etc., etc. Pour tout ce qui est veille en vulnérabilité, une source majeure et qui est même la première source en fait d'alimentation de l'information, ce sont tout simplement les éditeurs. Puisque les éditeurs et les fournisseurs, bah, ce sont, a fortiori chez les très gros, les premiers informés quand ils ont un problème sur un problème sur leurs outils. Donc voilà, il y a des éditeurs qui ont réussi à institutionnaliser le fait de publier des patchs, de publier des vulnérabilités. Typiquement, Microsoft, les très gros, Microsoft, Google, Amazon, etc. font ça très bien. Il y a des éditeurs de santé qui font ça aussi, voilà. Donc il y a souvent sur le site des éditeurs d'outils, dans la mesure où ils ont une politique de sécurité interne, il y a cette logique de publier des bulletins relatifs aux vulnérabilités qui les concernent. Ensuite, je vais pouvoir vous montrer un exemple. Il y a tout ce qui est les bases de données, comme les bases de données du NIST, par exemple. Donc toutes les bases de données de vulnérabilité existantes et qui sont listées, déposées par les éditeurs ou déposées par des experts indépendants, etc., qui disent, bon, bah voilà, ça, c'est une vulnérabilité qui est documentée. Donc, voilà, je ne sais pas, on peut essayer de se trouver un exemple. Voilà. Un bulletin de vulnérabilité, globalement, ça ressemble à ça. Je vous rassure, on a rarement besoin de descendre dans le détail de comment ça fonctionne, mais à minima, ce qui va nous intéresser, c'est par qui ça a été publié, c'est les ressources et les éléments de correction et les éléments de surveillance, c'est l'outil que ça concerne, etc., etc., etc. Et donc ça, ça c'est une base de données, c'est une des bases de données, c'est même la base de données qui fait consensus globalement sur lister les vulnérabilités publiées existantes. Et des bases de données comme ça, il y en a tout un tas. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller les chercher, à aller s'y abonner et à aller surveiller en filtrant, par exemple, évidemment, en fonction des périmètres qui vous concernent. Et enfin, il y a tout ce qui est les organismes et les consortiums de sécurité, donc le CESIN, le CLUSIF, le CESIF, le CESAN, etc., 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 et qui, eux, ont, pareil, un certain filtrage de l'information de sécurité en fonction de ce qui les concerne et en fonction de leur périmètre, mais qui régulièrement se font les relais, soit des bulletins des agents spécialisés, soit de contenus plus spécifiques à eux, notamment là où ils sont très forts. Justement, c'est tout ce qui est veille réglementaire et juridique, où typiquement le CLUSIF, c'est plus ou moins leur activité majeure, et où ils publient régulièrement des considérations sur tel ou tel réglementaire, des groupes de travail, des choses comme ça, et qui permettent de fait de se maintenir au courant.
Alors, du coup, pour le moment, je n'entends pas beaucoup d'interventions, donc je ne sais pas à quel point les gens sont très impliqués, mais je serais intéressé qu'on réfléchisse un peu ensemble de base, mettons, dans un modèle de start-up ou vraiment dans un modèle de PME dans les premières années. D'après vous, c'est quoi l'intérêt de faire une veille en sécu? Pas tous en même temps. Ah oui, j'ai vraiment personne qui réagit. Ah, OK, il y a du monde sur Teams. Je peux peut-être réagir. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. En fait, nous, la question de la cybersécurité, elle va venir quand on va avoir déployé notre dispositif médical numérique. Donc, en fait, on réfléchit à cette problématique en amont du déploiement. Donc, en fait, aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai un sujet, et enfin, comment dire, j'aborde le sujet de la cybersécurité comme un enjeu hyper important pour nous. Mais en fait, comme on n'a pas d'objet aujourd'hui qui tourne et qui est soumis en fait à un risque de cybersécurité aujourd'hui à T0, ça réduit quand même fortement le risque et le temps qu'on passe aussi à faire de la veille. Bien sûr, c'est normal. C'est normal et je pense que le jour où vraiment on se déploie dans les hôpitaux, ce sera effectivement autre chose, enfin autre, autre, niveau de problème. Sachant que nous, on a une thématique qui est assez intéressante et qui est, parce que nous, on espère pouvoir déployer notre dispositif médical, derrière le pare-feu des hôpitaux, installé dans les hôpitaux. Et donc en fait, la question de la cybersécurité, ça traite aussi de la question de la responsabilité de la cybersécurité. Mais en fait, c'est Mmh. pas forcément lié à votre intervention à ce moment T, mais bon, je profite Oui, bien sûr. d'avoir la parole pour en parler. Savoir que si demain, un hôpital, est compromis, en fait, comment nous, ça nous impacte? Quelle responsabilité a l'hôpital vis-à-vis de nous? Quelle responsabilité nous avons vis-à-vis de l'hôpital? Voilà, c'est des choses qui sont hyper importantes pour nous et la question de la compromission est hyper importante aussi. C'est comment, en fait, une fois que l'hôpital a été compromis, comment on sait que, la personne qui a infiltrer l'hôpital n'est pas reparti avec notre software. Mmh. Voilà, c'est des questions qui sont très pratiques, très métiers, parce que moi je suis pas expert de la cybersécurité aujourd'hui, mais c'est des questions qui voilà. Exactement. Bah et en fait, du coup, c'est tout à fait pertinent comme réflexion. C'est qu'aujourd'hui, a fortiori, voilà, quand on fait de l'édition ou de l'hébergement, la question de la sécu peut être effectivement assez lointaine et c'est quelque chose qui s'entend et le point, en fait, majeur, justement, c'est la réflexion on va dire, de mettre en place des pratiques de base ou de l'hygiène de base en sécurité. Il faut savoir que nous, alors je j'ai plus les chiffres exacts en tête, pour le coup, mais je pourrais vous les ressortir. Mais il faut savoir que nous, dans le cadre de ce qu'on observe en termes d'incidents, on a plus d'un incident sur 3 qui est lié à une vulnérabilité éditeur. C'est-à-dire que c'est soit les outils qui ont une vulnérabilité intrinsèque, soit les usages de l'éditeur. Donc voilà, les mauvais mots de passe, le partage de telle ou telle connexion et cetera, qui ont permis à un primo accès à un SI qui ensuite a été compromis. Voilà. On estime que c'est entre 1 sur 2 et 1 sur 3. Donc D'accord, donc en juste fait, c'est vraiment enfin la responsabilité, elle incombe quand même oui, assez, de manière assez importante aux éditeurs. Mais en fait, ce qui tout à m'étonne pas fait, plus que ça d'ailleurs. tout à fait. Alors après, je rentrerai effectivement pas dans le débat de la responsabilité au sens juridique du terme. Déjà parce que pour le coup, c'est pas du tout mon domaine de spécialité. Mais par contre, voilà, opérationnellement, nous, ce qu'on voit, c'est que la remontée des miettes de pain, comme on appelle ça, nous remonte très, très, très régulièrement à, un défaut ou une vulnérabilité éditeur. C'est un peu plus rare chez les hébergeurs, même si ça arrive, mais les éditeurs, c'est très fréquent.
Le plus classique étant que dans le cadre des process de développement et de conception des outils ou dans le cadre des process de déploiement, il n'y a aucune prise en considération en fait, des enjeux opérationnels de la Sécu, il n'y a aucune prise en considération même des bonnes pratiques de base. Et donc, de fait, ça devient assez vite ouvert au cas de vent en termes d'incidents. Et pour recouper donc à la question, un pilier en fait assez central justement, c'est d'essayer de revenir à ce que je vous montrais tout à l'heure, d'essayer de revenir à ça et essayer de voir en fait sur ces éléments-là, qu'est-ce qui peut vous concerner? C'est-à-dire par exemple, est-ce que vous évoluez, typiquement se poser la question, quel est le cadre juridique qui s'applique à vous? Se renseigner si vous faites de la conception ou de l'édition d'outils, est-ce que vous avez mis en place un process de suivi, de correction et donc de détection, on va y venir, des vulnérabilités dans le ou les produits que vous concevez ou le ou les produits que vous déployez. De la même manière, effectivement, la finalité n'est pas de promouvoir une posture d'expertise quand ce n'est pas votre métier, on est tous alignés là-dessus. Le fond, c'est plus avoir conscience que l'installation, le déploiement et la mise en place d'outils et de mesures au sein des SI hospitaliers, c'est ce qui les fragilise énormément. Tout simplement parce que ce sont aussi des éléments, des périmètres qu'ils maîtrisent moins. Ce sont des périmètres où ils ne connaissent pas forcément les outils, où ils ne connaissent pas forcément les process de déploiement locaux qui sont mis en place par les éditeurs et les partenaires, etc. Et donc, qui s'intègrent moins bien, voire pas du tout, selon les cas, à leur politique de sécu, par exemple. Et ça, c'est aussi le rôle des éditeurs de leur apporter cette information-là. Leur dire, voilà, nous, nos pratiques, c'est ça s'intègre comme ça, on a regardé tel et tel point. De votre côté, il vous reste ça, et on réfléchit à comment s'organiser. D'accord, mais en fait, ce que je vois, ce qui est marrant, parce que nous, on est en parallèle en train de démarrer, en fait, on va dire, la rédaction du dossier technique, voilà, c'est dispositif médical. Il y a des questions et des problématiques qui sont relativement proches, et j'ai une question qui est assez, peut-être que vous n'allez pas pouvoir y répondre parce que c'est assez, à mi-chemin entre le technico-réglementaire et la cybersécurité, mais est-ce que, par exemple, cette notion de cyber, on doit la mettre même, en fait, faire un lien directement avec notre dossier technique et notre système de management qualité, en fait? Parce qu'en gros, il y a quand même des problématiques et des questions qui se posent, à savoir effectuer une veille, être dans une logique d'amélioration constante. Oui, j'allais dire ça s'intègre souvent au process d'amélioration continue, en fait. Ouais, c'est l'amélioration continue, effectivement, ouais, d'accord. Alors, là, pour le coup, je laisserai peut-être plus Iman détailler sur l'intégration à l'aspect analyse en amont, mais dans l'absolu, en fait, un pilier central, c'est intégrer les problématiques de sécu à vos analyses de risque. Voilà, anticiper le risque sécu dans les analyses de risque, ça c'est quelque chose qui se parallélise très bien avec les process de qualité. Et donc c'est aussi des questions qui peuvent qui peuvent s'adapter à vos manières de fonctionner. Et, Excuse-moi, Iman. je te laisse poser ta question, il n'y a pas de souci. Non, je disais quand je voyais les matrices d'analyse de risque, effectivement, ça ressemble un peu à ce qui se fait. Ça ressemble complètement à ce qui se fait dans les systèmes management qualité. Ouais. Parce qu'en fait, pourquoi il y a cette similitude, c'est parce que c'est basé sur l'ISO. J'ai plus en tête la norme de qualité, mais il y a aussi l'ISO par rapport à la sécurité, la 27001, qui préconise aussi cette démarche continue, d'où la similitude qu'on peut constater entre cette démarche qualité et la démarche sécurité. Mais tous les deux convergent vers mettre en place un processus de sécurité en continu et de manière proactive. D'accord, merci beaucoup. Très clair. Alors, je vais enchaîner un peu sur la deuxième partie. Donc, parlons un peu de tests d'intrusion. Souvent, a fortiori, quand on n'est pas au cœur des enjeux de la sécurité, souvent les tests d'intrusion sont un peu vus comme l'alpha et l'oméga de ce que c'est que faire de la sécurité opérationnelle.
L'idée, c'est de débunker un peu ça et de comprendre concrètement en fait, ce que c'est et à quoi ça va vous servir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un test d'intrusion, en fait, ça consiste à créer un environnement fiable et safe, on va dire ça, dans lequel vous allez faire de la simulation d'attaque. Donc, ça peut être de la simulation d'attaque sur un SI. Donc voilà, on va essayer de pirater le réseau, on va essayer de pirater tel ou tel serveur, de gagner un accès ou de créer un compte illégitime, etc. Donc voilà, ça peut être sur le SI. Ça peut aussi être sur un produit donné. C'est-à-dire, ah bah tiens, on a telle application, bon bah on va regarder, je sais pas, on va regarder ses ports ouverts, on va regarder les protocoles auxquels il fait appel, on va regarder les librairies dont il se sert, etc. Donc ça peut être ce genre de choses. Et ça peut être simulation sur une infrastructure, là au sens physique du terme, où c'est vraiment, en fait, on va cumuler des enjeux de sécurité, enfin de cybersécurité avec des enjeux de sécurité physique, pardon. Donc voilà, est-ce qu'il y a une mise en place de gestion de badge, de gestion d'identité sur site, les gens qui accèdent à mon site de travail, bon bah voilà, ils sont identifiés, est-ce qu'ils sont accompagnés, dans quel cadre, qui a le droit d'accéder à mes salles serveurs et comment. Ce qui se pose aussi comme question, par exemple, si vous faites appel à des hébergeurs tiers ou à des services de cloud, etc., etc. Et donc, le test d'intrusion, la finalité, c'est ça, en fait, c'est de simuler une attaque pour voir, déjà détecter, donc en complément avec les process de veille qu'on mentionnait tout à l'heure, détecter des vulnérabilités sur un produit donné, détecter des vulnérabilités sur un SI, et ensuite en sortir le bon, voilà, on a vu qu'il y avait ça, ça, ça comme problème, et on va mettre ça, ça, ça en face pour le corriger. Donc, c'est estimer en amont les failles d'une structure ou d'un SI pour mettre en place des process de correction. Globalement, alors, il y a plein de manières de faire des audits. Alors, on parle soit on parle d'audit technique, soit on parle de pentest. C'est 2 mots pour la même chose, à peu de choses près. Il faut savoir qu'il y a plein de manières de faire des audits et il y a plein de manières, on va dire, de dérouler un audit. Typiquement, le but d'un audit n'est pas de lâcher un cow-boy sur votre produit ou sur vos outils et dire maintenant amuse-toi. C'est-à-dire qu'on définit des limites, on définit un cadre de ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Un cadre du budget et du temps passé, c'est-à-dire que en fait, il y a beaucoup de pentests, même l'immense majorité des pentests, où ce qu'ils vont dire, c'est pas bravo, votre outil n'a pas de vulnérabilité, félicitations. En fait, on va beaucoup plus être sur des formats de résultats du genre 3 spécialistes ont passé 3 semaines dessus et ils n'ont rien trouvé. Voilà. Et ça permet de dire voilà, sur tel périmètre, on estime que ça valide ou non les jalons selon les attentes, selon les réglementations auxquelles on est soumis, etc. Il y a, notamment quand on fait du pentest produit, il y a aussi tout un tas d'outils qui s'intègrent très très bien aux méthodes de développement pour faire, on va dire, de la correction de vulnérabilité de base. Voilà, surtout toutes les bonnes pratiques fondamentales à appliquer en développement pour éviter de créer des problèmes de sécurité dans un produit, il y a des outils qui s'intègrent aux environnements de développement, qui s'intègrent aux machines de test et qui permettent, en fait, de la même manière, voilà, on en parlait tout à l'heure, de la même manière qu'on met en place un process qualité et un process de testing, on peut en mettre en place un process de contrôle et de vérification de sécurité de base. Souvent, alors, c'est en général un peu plus nuancé que ça, mais voilà, souvent on catégorise les audits en 3 grandes classes, à savoir les audits en boîte noire, c'est-à-dire que l'attaquant ne sait rien du tout du produit ou du SI, et vraiment il agit comme un quidam moyen qui se balade dans la rue et qui décide d'aller poncer un serveur ou un immeuble. Un audit en boîte blanche où c'est l'exact inverse, c'est-à-dire que là, vous donnez tout. Vous donnez les accès, vous donnez le code source, vous donnez les documentations techniques, vous donnez absolument tout et vous vérifiez que même en connaissant absolument tout, rien n'est possible. Ça, c'est notamment des audits qu'on voit beaucoup dans le cadre de process de certification. Voilà, de dire, par exemple, dans les audits de process bancaire ou de certains types de process santé, de dire oui, on a besoin que tel périmètre soit hyper fiable et valide tel jalon de certification. On fait un audit en boîte blanche de vérification. Et enfin, évidemment, entre les deux, il y a
tout le panel de la nuance entre l'attaquant peut par exemple connaître mon schéma réseau, il peut connaître les spécifications techniques de mon outil mais sans connaître le code, etc., etc. Et donc là, on est un peu dans une espèce d'entre-deux qu'on du coup on appelle en général l'audit boîte grise. Ce qu'il faut dans les cas réels, la plupart du temps, alors pas tout à fait. En réalité, un attaquant par défaut commence plutôt en boîte noire. Et souvent, il y a une première phase justement dans un incident qui est ce qu'on appelle la phase de reconnaissance ou la phase de renseignement, où l'objectif, ça va être d'aller chercher de l'information sur qu'est-ce qu'on a sous les yeux. Voilà. Et souvent, nous, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup quand on arrive à récupérer des bases de données d'attaquants. Voilà, ils qualifient. Un exemple tout bête, c'est très fréquent que les attaquants, au départ, ne sachent pas ce qu'ils attaquent. C'est très, très fréquent dans les attaques opportunistes que les attaquants n'aient pas spécialement conscience d'être dans un SI d'hôpital ou dans un SI d'État. Pour eux, c'est un réseau. Et donc, il y a souvent cette première phase de reconnaissance de il y a tel type de service, il y a tel type d'outil, c'est un SI de tel type d'établissement, il y a un certain nombre de serveurs. Voilà, il y a un peu cette phase de renseignement. Et une fois qu'on a cette première phase de renseignement passée, là, effectivement, on a une connaissance partielle qui peut plus aller dériver vers un audit qui est en boîte grise, puisque on a des morceaux d'informations qui permettent de commencer à baser une méthodologie. Sachant que souvent, à travers le prisme, on va dire, à travers le prisme médiatique, je vais le dire comme ça, on a tendance à beaucoup se méfier des process d'ingénierie sociale. Donc tout ce qui est, aller interroger des gens, aller corrompre des gens, pourquoi pas, pour récupérer leur mot de passe, pour récupérer des informations sur leur entreprise, ce genre de choses. Dans la réalité des incidents qui touchent le monde de la santé, c'est très, très rare que ce domaine-là ait un impact. Entendons-nous bien, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en protéger, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais en réalité, l'immense majorité de ce que nous on observe dans le monde de la santé, c'est des attaquants en général internationaux qui en fait arrosent la totalité du net. Ils testent la vulnérabilité à la mode sur tous les sites et toutes les applications exposées sur Internet. Ils ont une alerte qui remonte quand ils voient qu'un outil est exposé et ils se disent ok, l'alerte est remontée là, on va taper là. Mais il n'y a pas forcément là où justement toutes les techniques de reconnaissance humaine, d'ingénierie sociale, etc., c'est beaucoup plus typique de ce qu'on appelle les incidents et les attaques ciblées, c'est-à-dire il y a une structure précise et on veut aller chercher cette structure-là. Alors ça peut être, en ce moment on en parle beaucoup avec les JO, ça peut être dans le cadre de guerre numérique, mais ça peut être sur des choses beaucoup plus classiques un employé démissionnaire qui n'est pas content, qui veut faire du mal à sa boîte, et comme il connaît plein de gens en interne, il va utiliser ça pour faire le plus de dégâts possible. Ça, dans le monde de la santé, on le voit peu, mais par contre, dans des environnements d'entreprise ou commerciaux plus classiques, c'est quelque chose d'assez courant. Mais du coup, on n'est pas du tout sur le même format d'incident, on n'est pas du tout sur les mêmes modes opératoires, on n'est pas du tout sur les mêmes outils. Et souvent, c'est aussi à ça, pour recoller au test d'intrusion, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de comprendre que le type d'audit va aussi être calibré en fonction du périmètre qu'on veut protéger et du type de menace qu'on a estimé dans son analyse de risque. Souvent, un audit, on peut vouloir regarder, on le disait, est-ce que ce que je veux protéger en priorité et regarder en priorité, c'est les éléments que j'ai exposés sur Internet? Est-ce que c'est les services critiques de mon SI? Est-ce que c'est les accès physiques à mon entreprise? Est-ce que c'est mon architecture réseau ou les liens d'interaction avec mes partenaires commerciaux ou mes clients, etc., ou ma base de données clients, pourquoi pas? Bref, il y a vraiment cette notion de catégoriser les périmètres et dire, par exemple, je ne sais pas, je vous cite un exemple comme ça. Je suis une petite entreprise du coin qui produit du papier. Mon modèle de menace, le plus probable, c'est un incident ou une tentative de vol de données de la part de mon concurrent direct qui est en face. Du coup, je vais estimer ce scénario de risque-là pour calibrer mes audits, calibrer les points de contrôle qui correspondent à ce que j'ai besoin de protéger, etc. Typiquement, de ce que je comprends, en tout cas à travers le public, là, on est beaucoup sur
du pentest de produit, en fait. Donc, c'est-à-dire, on prend un outil donné et on dit, bon, bah, dans les usages de cet outil, est-ce qu'il y a des moments où on peut lui faire des éléments qu'il n'est pas censé faire, ou est-ce que, à travers la réutilisation d'un module ou d'une librairie, l'outil ne permet pas d'accéder à une partie du SI, ce genre de choses. Voilà, et c'est ça qu'on va venir chercher. Par exemple, dans les outils de santé, c'est assez courant de dire, bon, bah, on a un canal qui est ouvert entre 2 serveurs et qui permet de transmettre des informations d'imagerie, par exemple. Et ben, bah, zut, ce canal-là, il vérifie pas que ce qui passe dedans, c'est des informations de type imagerie. Bah, du coup, dans ce canal, je peux faire passer un peu ce que je veux et donc bah, le réexploiter pour envoyer des informations non sollicitées au serveur de destination. Ça peut être un classique. Voilà, et donc ça fait partie, je ne vais pas redétailler, mais ce sont des exemples de périmètres à contrôler. Et évidemment, bah, à chaque cœur d'activité correspondent un ou plusieurs périmètres spécifiques. Ce qu'il faut savoir dans la logique des tests d'intrusion, c'est qu'il y a plusieurs moyens de les mettre en place. Le premier cas, alors ça arrive, c'est très fréquent, notamment dans les gros établissements de santé, d'avoir des pentests réguliers. En fait, ils en ont tous les 6 mois, tous les ans, sur des périmètres donnés, ce qui fait qu'il y a vraiment une politique de contrôle permanent. Dans le cadre de la conception produit, on va avoir une espèce d'hybride entre des pentests réguliers et des pentests à chaque version majeure. C'est-à-dire que bah, mettons qu'on ait une publication de version tous les mois ou toutes les semaines selon la taille de vos sprints. Et ben, on peut dire, OK, bah, tous les 2 sprints ou tous les 3 sprints, on fait tourner notre process notre process d'audit, ou on fait tourner nos outils d'analyse automatisée, ou on fait passer des pentesters indépendants et qui vont valider que cette évolution-là, cette version majeure-là, valide les jalons. Ou à l'inverse, de dire, bon, bah, on publie en permanence et on attend tous les 6 mois, tous les ans, un contrôle de là où on en est. Mais particulièrement dans un process de développement, c'est beaucoup plus intelligent de fonctionner version par version que de fonctionner par rythme. Puisque bah, on le sait tous, hein, le rythme projet, il peut être impacté par 500 000 trucs, et du coup, on peut se retrouver à avoir 2 pentests à 6 mois d'intervalle qui testent à peu près la même chose, et à l'inverse, 2 pentests à 6 mois d'intervalle qui reprennent vraiment tout depuis zéro. Donc, c'est pas forcément idéal. Et évidemment, bah, à chaque fois qu'on fait appel à des nouveaux partenaires, à des nouveaux, à des extensions, à aller chercher des nouveaux outils, des nouvelles plateformes, des nouveaux frameworks, etc., bah, on vérifie que ça compromet. De la même manière, en fait, qu'on lance un process de test logiciel, et bah, on lance aussi un process de contrôle de sécurité à chaque changement significatif ou majeur dans un produit. Et dans les SI, c'est le même principe. Donc, on le disait, 2-3 éléments, 2-3 bonnes pratiques à avoir quand on fait de la préparation de tests d'intrusion. Donc déjà, on élabore un périmètre et on élabore une convention pour déterminer ce qu'on veut faire, dans quel cadre on veut le faire, quelles en sont les limites, quels en sont les objectifs. Idéalement, on choisit aussi des environnements de test qui sont spécifiques et qui sont conçus pour ça. Donc, ce qui fait que quelles que soient les conséquences du pentest, bah, en fait, ils vont tracher un environnement qui n'est pas votre environnement de production. Le grand classique, c'est la convention qui n'est pas très bien écrite, le pentester qui va trop loin et du coup qui fait sauter un serveur. Ça, c'est pénible, on va pas se le cacher. Et évidemment, bah, ça implique aussi d'avoir des process de sauvegarde qui soient à l'état de l'art et qui permettent de facilement recréer, remonter des environnements test et repartir si on a des pentests qui ont des implications fortes. Et ensuite, en post-pentest, bah, voilà, une fois qu'on a eu ce résultat d'audit technique, ce résultat de test d'intrusion, et bah, mettre en place une politique de sécurité et tout simplement une politique de remédiation des éléments qui sont remontés par l'audit et donc qui doivent être intégrés dans le process de sécurité de la boîte. Bah, du coup, petite question. Est-ce que vous sauriez nommer ou est-ce que vous sauriez identifier
les périmètres qui vous semblent pour vous, dans vos structures à vous, les plus critiques à protéger ou les plus critiques à auditer. Alors, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais essayez de vous poser la question chacun. Voilà, si vous posez la question de 2 minutes, de « Ah bah, sur mon SI, si je devais pentester un truc, qu'est-ce que je penteste ?» Et s'il n'y a pas de réponse qui vient, ça veut dire qu'effectivement, il faut renforcer votre aspect analyse de risque. Parce que ça veut dire que dans l'analyse de risque, vous n'avez pas suffisamment anticipé les impacts et la vraisemblance de certains scénarios de crise de sécurité. Donc voilà, ça peut être, on en parlait, ça peut être les services métiers critiques, l'infrastructure de sauvegarde, la gestion d'accès, les services exposés, bref. Ça peut être les services transverses ou les outils RH aussi, etc., etc., etc. Et c'est vraiment je vais essayer d'enchaîner pour pas perdre trop de temps, mais c'est vraiment une question à avoir dans un coin de la tête dans le cadre de votre mise en place de mesures de sécu. Ça va? Tout le monde est toujours avec moi? Oui, oui, moi je suis là. Cool. Donc, 3e partie, détection et réponse. Je vais fusionner un peu les 2 parce que je pense que dans le cadre de votre périmètre, c'est en fait assez comparable. Donc là, on va plus passer sur la partie, on va dire, surveillance, détection et intervention. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on observe une compromission ou alors où on observe une tentative de compromission? Déjà, pour être capable d'observer une tentative de compromission, il faut être capable d'observer. Ah, jusque-là, vous avez bien fait de venir. Ne remerciez pas, c'est gratuit. Ça veut dire qu'il faut être outillé et armé pour observer ce qui se passe sur un SI. Évidemment, cet outillage, il se dimensionne par rapport à la taille de votre SI. Bien sûr qu'on n'installe pas 50 milliards de sondes de détection quand on a 3 postes et un serveur, évidemment. Mais n'empêche qu'il faut savoir dimensionner son outillage de protection et de surveillance à ses usages. Le grand classique, et on va dire le number one des éléments pas chers à installer et absolument incontournables, c'est un antivirus. Donc, toutes vos machines, tous vos serveurs doivent avoir un antivirus installé, maintenu et à jour. C'est la barrière numéro 1. Vraiment, c'est la barrière numéro 1. Ce n'est pas le meilleur outil de surveillance. Il y a d'autres outils qui font plus spécifiquement la surveillance. Mais on va dire pour se protéger des cas les plus basiques et surtout des cas les plus classiques, c'est le truc fondamental. Ensuite, on va avoir tout ce qui est outils de filtrage et de surveillance réseau. Donc, tout ce qui sont les pare-feux, les proxys, les WAF, les sondes, les EDR, pourquoi pas, etc., etc. Où on va notamment, qui vont entre autres permettre de faire beaucoup de surveillance réseau. Donc voilà, typiquement, si vous êtes dans des cadres où vous avez beaucoup d'échanges avec l'extérieur, si vous avez des outils qui ont beaucoup d'échanges avec l'extérieur, etc., et ben, il faut être capable, dans les processus de déploiement, mais aussi pendant le développement, de les mettre dans des environnements qui sont monitorés et surveillés. L'exemple typique, c'est, je sais pas, je reprends mon exemple d'outil d'imagerie de tout à l'heure. J'ai un outil dont le job, c'est de transférer des informations d'imagerie d'un serveur à un autre. Et je vais mettre une sonde ou je vais mettre un pare-feu local sur le serveur expéditeur ou sur le serveur de destination pour vérifier, est-ce que ce qu'il envoie, ça correspond bien à du trafic qui est légitime, qui correspond au type de données auquel je m'attends, est-ce que les adresses qui sont dans ce que je vois, c'est les bonnes, etc., etc. Pareil, cette surveillance-là, ça peut être votre rôle, mais ça peut aussi être le rôle de prestataire dédié, évidemment. Mais il y a vraiment cette notion-là. Et l'autre point très, très important de la surveillance, c'est que même si ce n'est pas forcément, on va dire, dans vos usages courants de faire de la surveillance de sécurité, et c'est quelque chose qui peut s'entendre vu vos cœurs de métier, c'est important
dans le cadre d'incidents ou dans le cadre de suspicion, d'être capable de fournir des informations. Et c'est aussi ça qui est vraiment clé, c'est que quand on va avoir des services d'intervention, nous, quand on est dépêché sur des incidents, pouvoir remonter les informations, pouvoir récupérer de la journalisation et en fait, tout simplement, ne pas être aveugle sur ce qui s'est passé, c'est la base de tout. Et le problème, c'est qu'on rencontre beaucoup trop souvent des acteurs qui nous disent « Ah, bah, on n'a pas assez de journalisation. Ah, bah non, sur tel périmètre, on n'a pas de sonde ou on n'a pas d'outil de monitoring. Ah, bah, tel serveur, on l'utilise jamais, du coup, il n'y a pas d'antivirus, etc., etc., etc. » Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fréquent. Et ça, c'est parce qu'à un moment donné, dans les process de déploiement, dans les process d'installation, bah, il n'y a pas, en fait, la vérification de ces outils fondamentaux. Et là, honnêtement, ce qui est listé là, on ne parle pas de choses très compliquées à installer, ni de choses très compliquées à configurer. On n'est pas sur des outils très avancés. Bon, les sondes, à la limite, on pourrait avoir le débat, mais voilà, on est sur des choses assez basiques et où dans la plupart des environnements de test, de développement ou tout simplement des environnements de travail standards, ce sont des choses qui sont fournies par défaut ou quasiment fournies par défaut. Alors, un grand classique que vous avez peut-être déjà rencontré dans le cadre des établissements, c'est la notion de SIEM. En fait, un SIEM, c'est c'est le tableau de contrôle des journaux SI d'un établissement. C'est-à-dire que sur chaque serveur, sur chaque poste, sur chaque périphérique, on vient récupérer tous les journaux qui sont générés, toutes les informations qui sont générées. Voilà, je vous parlais du trafic réseau, je vous parlais de tout ça. Donc ça génère des quantités, des quantités et des quantités de fichiers. Et vous vous doutez bien que quand on est dans le cadre d'un hôpital qui a, mettons, 10 000 machines et qu'on a besoin d'investiguer sur les 10 000 machines, ou tout simplement de surveiller les 10 000 machines, eh ben, on ne va pas les voir une par une. On crée une espèce de gros moteur centralisé dans lequel on envoie tous nos journaux. Et ben, un peu comme le garde qui regarde les caméras à l'entrée du parking, et ben là, on regarde les journaux à l'entrée du SI. Et cet outil-là, cet outil de surveillance, c'est ce qu'on appelle un SIEM. Alors, je vous avoue, je ne me souviens plus du tout de l'acronyme en anglais, mais voilà, en français, c'est le système de gestion des informations et des événements de sécurité. C'est lui qui permet en fait de surveiller. Il y en a qui sont configurables en disant bon bah si tu as tel type d'événement, tu m'envoies une alerte. Si tu as, je sais pas moi, si tu as une alerte antivirus, tu me le dis, etc. Il y a plein de possibilités comme ça et qui permettent déjà d'avoir une première estimation de ce qui se passe sur le SI. Et évidemment, leur gros intérêt, c'est donc la centralisation et la standardisation des données, parce que les SI, ça génère énormément d'informations très variées. Voilà, un pare-feu ne génère pas du tout le même type de données que des journaux d'activité d'un ordinateur ou que des journaux d'utilisation d'un dispositif biomédical, mettons. Et donc, il y a cette notion de standardisation pour que tout puisse être traité de la même manière. J'en profite d'ailleurs pour faire un aparté. La journalisation dans le biomédical, c'est pas une option. On rencontre, comme un peu la même critique que je faisais tout à l'heure, on rencontre beaucoup trop souvent d'incidents où on sait qu'il se passe des choses sur les périmètres biomédicaux, mais dans le cadre des process de déploiement et de développement des éditeurs, ça n'a pas été anticipé, ça n'a pas été conçu de tout simplement fournir des journaux de ce qui se passe. De fournir des journaux, mais même des choses basiques comme j'ai été allumé à cette date et j'ai été éteint à cette date. Ben voilà, on rencontre encore des dispositifs qui ne sont pas capables de nous fournir ce genre d'informations. Et ça, ça rend complètement aveugle dans le cadre de la surveillance et dans le cadre de la détection. Et autant le déploiement d'un SIEM permet de centraliser et de récupérer et de collecter ce qui existe déjà, mais ce n'est pas un générateur de journaux. C'est-à-dire qu'à un moment, si le périphérique ne génère pas d'informations, le SIEM ne va pas lui faire générer de l'information magiquement. Et du coup, ma question, c'est, d'après vous, pareil, à se poser un peu cette question, quels sont les éléments, quels sont les indicateurs qui pourraient être utiles à contrôler sur les outils et sur les éléments sur lesquels vous travaillez, dans le cadre de vos périmètres, dans le cadre de vos SI.
Voilà. Quels sont pour vous, on va dire, les flux ou les sources qu'il faudrait contrôler en priorité pour protéger vos périmètres ou pour protéger le périmètre de vos bénéficiaires? Je dirais déjà les logs de qui utilise l'application. Oui, tout à Quand fait. Tout à fait. Les logs d'accès. les logs d'accès. Après, juste pour revenir sur, à un moment donné, vous évoquiez la question de l'ingénierie sociale. Mmh. Ce qui peut quand même se passer, c'est qu'il y ait une personne qui ait l'accréditation dans un service pour utiliser un software et qu'en fait, tout le monde dans le service l'utilise. Oui, Alors après, ça génère pas forcément un risque en tant que tel, parce que les personnes sont pas nécessairement malveillantes, mais c'est juste que ça «multiplie» entre guillemets quand même les problématiques, qui sont des tout à problématiques de fait, responsabilité, qui sont pas tout à liées fait. à l'impact cyber, mais voilà, Mmh. c'est d'autres choses à prendre en compte. C'est un vrai problème qu'on rencontre beaucoup, dans le monde de la santé, qui est un comment dire? Qui est un héritage dont se serait très bien passé et qui vient du monde industriel, c'est ce qu'on appelle le problème des accès partagés. C'est-à-dire, le même mot de passe ou la même carte ou le même utilisateur pour plein de personnes sur le même poste. C'est ça. Et on sait que dans les usages, les gens n'ont pas le choix et que c'est plus facile comme ça et machin, mais non, c'est vraiment quelque chose à monitorer autant que possible et à esquiver autant que possible. Donc oui, la notion de gestion d'accès, savoir qui s'est connecté quand, autant que possible, fournir des détails sur, bah, voilà, est-ce qu'il y a eu des privilèges spécifiques qui ont été demandés? Est-ce qu'il y a eu d'autres applications qui ont été démarrées? Voilà, ce genre de choses, effectivement, c'est fondamental dans tout ce qui est log applicatif. Ce qu'il faut savoir que évidemment, jusqu'à un certain seuil, les outils, déjà existants fournissent des journaux. Donc voilà, Windows fournit tout un tas de choses, les périphériques réseau dont on parlait fournissent tout un tas de choses et cetera. Mais dans ce qu'on va vouloir centraliser aussi dans le SIEM, il y a tout ce qui est notion de log applicatif. Donc voilà, on a un outil de santé quelconque, bah, je reprends toujours mon exemple de serveur d'imagerie et ben voilà, chaque fois que j'envoie un fichier, j'écris une ligne dans un fichier qui dit: «J'ai envoyé un fichier nommé machin de telle taille, à telle date, à tel serveur». Voilà, et à chaque fois que j'envoie un fichier, bah, je log ça et je l'envoie dans mon SIEM. Et ben ça, ces éléments-là, ces logs applicatifs-là, ils ne peuvent être anticipés et gérés que côté édition. C'est des choses qui ne peuvent pas être automatisées côté j'arrive pour la réponse. Qui peuvent pas être automatisées côté, OS. On peut trafiquer ces journaux, ça dépend. C'est très variable. Alors dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, intellectuellement, j'ai envie de dire que oui. Maintenant, on va dire il y a 2 points. Le premier, c'est que c'est coûteux. Parce que ça veut dire qu'il faut que l'attaquant comprenne comment fonctionnent ces journaux. Donc ça veut dire qu'en fait, il doit comprendre le fonctionnement de l'application. Ce qui, si c'est pas très, très bien renseigné dessus, bah, il y a de fortes chances que juste ça lui échappe. D'autant plus qu'il ne connaît pas forcément le SI sur lequel il va tomber, donc ça veut dire qu'il faut qu'il connaisse tous les mécanismes de journalisation de toutes les applications qu'il est susceptible de rencontrer. Donc petit 1, c'est coûteux. Et la deuxième, notamment justement grâce aux journaux, du système, c'est extrêmement visible. Parce que, bah, voilà, par exemple, nous, si on récupère des journaux de données côté SIEM ou en investigation, et on se dit: «Ah bah tiens, tel jour à telle heure, le fichier de log a été modifié, enfin le fichier de journalisation a été modifié, mais c'est bizarre, c'est pas le même utilisateur que d'habitude. Normalement l'écriture elle se fait une fois par heure et là c'est à un moment où ça correspond pas du tout et ça vient d'un utilisateur qui a pas du tout les mêmes droits que les autres». Ça va tout de suite faire sonner 50 000 alertes. Et dans le SIEM, justement, on peut remonter, enfin dans les SIEM, on peut remonter des alertes de ah bah s'il y a un événement, tel fichier de log de telle application a été ouverte par autre chose que tel utilisateur, et bah tout de suite ça fait popper une alerte. Donc c'est des choses qui sont très visibles. C'est pas impossible, mais c'est ouvrir la porte au bélier quoi. En termes de discrétion, ça laisse un peu à désirer. Et après, on peut rentrer dans la logique de est-ce que c'est possible de couvrir ces traces? Mais ça, c'est pareil, c'est très coûteux et très long. Donc ça arrive, mais c'est pas du tout systématique pour notamment des questions de ressources. Je vois qu'il y a des questions en cours. Oui, en fait, oui, c'est beaucoup plus discret de ne pas y toucher, en général, ouais. À part, vraiment dans des usages très précis, en fait, c'est beaucoup plus comment dire?
Numériquement parlant, c'est là que la métaphore avec le cambriolage s'arrête un peu. Numériquement parlant, il y a plein de moments où c'est en fait beaucoup plus efficace de juste assumer qu'on laisse des traces et de réfléchir à en laisser le moins possible. Mais rentrer dans la logique de supprimer ces traces, ça c'est très 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 compliqué. Et même ça laisse. En fait, même décider de ne pas laisser de traces, ça fait utiliser des outils qui laissent des traces. Donc bref, c'est un cercle vicieux infini. Vous avez des exemples de solutions de SIEM à mettre en place en startup? Oui, bien sûr. La plus classique, qui a l'avantage d'être complètement open source et gratuite, c'est ELK. Hop, je vous mets le nom ici. Oui, c'est ELK, la stack ELK, voilà, qui est en gros un collecteur de logs, enfin un collecteur, un SIEM et un puits de log assez standard, très bien documenté et facile à déployer. Alors moi j'ai une petite question, Olivier, si tu me permets en fait, j'ai bien compris en fait l'intérêt par rapport à la gestion et l'analyse des logs, mais j'ai une petite question par rapport à tout ce qui est en fait configuration des règles de SIEM pour pouvoir mettre en place les bonnes alertes. Mhm. Est-ce que tu as des recommandations par rapport à ce sujet à nous fournir par rapport aux règles qu'il faut mettre en place au niveau du SIEM? Alors, pour le coup, bah là, on va un peu recouper avec la Mhm. question précédente, c'est-à-dire que ça va être très lié à ce que vous estimez être les services les plus critiques. Et en Ok. fait, les règles du SIEM, il faut les configurer comme dès qu'il se passe des actions, on va dire, suspectes sur les services que vous avez estimés critiques, là, ça doit vous faire envoyer des alertes tout de suite. Alors, c'est compliqué de faire une réponse très concrète parce que ça dépend complètement de vos périmètres et de vos cœurs de métier individuels. Mais il y a vraiment cette notion de, OK, je sais que par exemple, mon serveur, j'en sais rien, mon serveur de test, c'est le serveur sur lequel j'ai la base de données hyper sensible qui ne doit pas bouger. Et ça, je vais dire, OK, je vais mettre des alertes d'accès à cette base de données, je vais mettre des alertes de démarrage de logiciels pas connus sur ce serveur, etc. Donc en fait, il faut que les alertes soient en lien avec les services que vous avez estimés les plus sensibles. Très clair, je te remercie. Et du coup, sauf autre question, je vais passer à la dernière partie, qui va de pair avec la détection, c'est la réponse à incident. On appelle aussi l'intervention sur incident, qu'on appelle aussi le monde des fous à peu près. Mais c'est cool, vraiment. On ne dort pas beaucoup, mais c'est un bon métier. En gros, la réponse à incident, c'est au moment où on a une compromission qui est établie ou qui est très fortement suspectée, en fait, déclencher une intervention, déclencher une action de correction, une action de remédiation et surtout une action d'enquête pour comprendre ce qui s'est passé. La réponse à incident, c'est le cœur de métier d'un CERT, et donc de fait, c'est mon cœur de métier. Et en fait, il faut savoir aussi que c'est extrêmement vaste. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est de la réponse à incident, on va dire, très structurée et très lourde dans le cadre d'incidents impactant énormément et fortement des SI. Mais voilà, dans le cadre de j'ai une alerte de mon SIEM de il y a, je sais pas, il y a un outil bizarre qui a été installé sur mon serveur, j'ai pas systématiquement besoin de déployer une artillerie très lourde pour gérer le problème. Il y a des solutions automatisées, il y a des choses simples. Évidemment, plus l'incident est grave, profond et implanté, plus les solutions sont compliquées. Globalement, je pourrais l'expliquer les yeux fermés ce slide. Globalement, les étapes de la réponse à incident, c'est à partir du moment où on a détecté qu'on a une compromission, c'est-à-dire où on a détecté qu'il y a un usage illégitime du SI ou un usage illégitime du produit, on va faire ce qu'on appelle une qualification. Une qualification, je vous la fais courte, c'est répondre à la question qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut conclure de ce qu'on voit? C'est littéralement la sauce numérique de faire un diagnostic différentiel. Vraiment. Et à peu de choses près, en fait, on a plein de techniques qui empruntent au monde du diagnostic différentiel. Donc, il y a vraiment la logique de récupérer les symptômes, c'est-à-dire récupérer les observables. À partir des observables, estimer les types de compromission possibles et ensuite fonctionner fonctionner par ordre de priorité, par ordre de probabilité, etc.
Donc, il y a vraiment voilà, la question de, OK, qu'est-ce qu'on observe et qu'est-ce qu'on peut conclure, ou plutôt qu'est-ce qu'on peut envisager comme hypothèse sur la base de ce qu'on observe. Souvent, cette étape-là, elle se fait en parallèle d'une seconde étape qu'on appelle le confinement. Le confinement, c'est simple, c'est mettre le SI dans des conditions de sécurité, c'est-à-dire faire en sorte que l'incident ne puisse pas se propager davantage et s'arrête. Donc, ça peut être isoler tout ou partie du réseau, ça peut être couper l'usage ou couper l'accès à une application, ça peut être, je ne sais pas, arrêter l'exécution d'un programme. Bref, c'est vraiment cette notion de mettre le SI dans des conditions où on est certain que l'incident ne pourra pas aller plus loin. Vous en avez déjà entendu parler, je pense, de cette histoire de confinement. C'est ce que les médias adorent appeler le mode dégradé. C'est le terme médiatique consacré, c'est mode dégradé, parce qu'en fait, souvent, quand on confine, on coupe un certain nombre de serveurs et un certain nombre de services, et donc ça impacte le SI. Et donc, souvent, le SI fonctionne moins bien que d'habitude, voire des fois, il fonctionne plus du tout. Et ça, c'est ce qu'on appelle fonctionner en mode dégradé. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la phase d'investigation, c'est-à-dire c'est concrètement se poser la question, enfin enquêter en fait sur ce qu'on voit, sur l'origine des observables, l'origine et aller chercher justement dans les journaux ce qui peut expliquer les observables. C'est aussi comprendre ce qui s'est passé sur le SI, comprendre les vulnérabilités qui ont été exploitées, comprendre les outils, etc., pour ensuite passer à la phase d'après pour pouvoir en fait proposer des mesures de remédiation. L'exemple typique, c'est je sais pas, l'attaquant a pénétré sur votre SI parce que l'outil là-bas, il a un mot de passe qui est claqué au sol. Et première mesure de remédiation, renouveler et mettre un mot de passe plus mieux. Voilà, par exemple. Et enfin, le durcissement. Le durcissement qui est en fait complémentaire à la remédiation, c'est pallier aux conséquences de l'incident, c'est-à-dire remettre le SI dans l'état dans lequel il était avant l'incident, là où le durcissement, c'est renforcer la sécurité au-delà de ce qu'il y avait avant l'incident. Souvent, ça se fait un peu en parallèle. Et évidemment, des mesures de remédiation, il y en a des très courtes. Changer un mot de passe, ça prend à peu près 15 secondes. Et il y en a des excessivement longues. Faire une bascule AD, ça prend 6 mois. Donc forcément, vous vous doutez bien que dans les phases d'investigation, on s'interroge aussi sur à quel point la victime a les reins pour encaisser ce qu'on va lui proposer. Et bien sûr que si on est déjà face à des équipes qui sont complètement surchargées, qui n'ont pas les moyens opérationnels, humains ou techniques pour mettre en place certaines mesures, on va réfléchir ensemble alors attendez, ce qui s'applique le mieux à votre cas, c'est ça et ça. Il faut savoir que selon les incidents que vous observez, cette chaîne-là, elle peut très bien se faire en entier en 5 minutes. Ça dépend complètement de l'incident. Il y a plein d'incidents de tiens, je sais pas, ce matin, je détecte que dans mes logs dans mes logs de pare-feu, je détecte que quelqu'un est en train de brute forcer les accès à mon VPN. Voilà. Bon, je vais renforcer les mots de passe d'accès à mon VPN et mettre en place du MFA. Bon, j'en ai pour en tout. Allez, j'ai 4 utilisateurs. Allez, j'en ai pour en tout une journée de travail et c'est réglé. Et à l'inverse, évidemment, dans le cadre de très gros incidents, ça se parallélise avec des systèmes de gestion de crise, de process de suivi, de remédiation, etc. Et ça peut prendre des mois, voire dans certains cas des années. Pour vous donner une idée, avant-hier, j'étais à une conférence un retour d'expérience d'un incident de sécurité sur un hôpital qui a eu lieu en fin février 2023. Ils estiment là, aujourd'hui, on est mars 2024, être sortis de la crise. Voilà, ça fait 1 an. Non, c'est pas Corbeil. Non, c'est pas Corbeil, c'est pas Versailles. Non, Corbeil en tout, ils ont mis 1 an et demi, à peu près. Pour sortir vraiment du cœur des conséquences de l'incident, ils ont mis 1 an et demi. Alors, c'est pas le cœur de la présentation actuelle, mais on pourrait parler rétexte d'incident dans le détail et voir un peu pourquoi est-ce qu'une gestion de crise c'est aussi long. Mais bon, c'est pas le sujet du jour.
Donc, pourquoi on investigue? Question qu'on se pose régulièrement et qui est tout à fait légitime et qui, en général, revient à se poser la question de à quoi je sers. Et du coup, la première chose de pourquoi on investigue, en fait, c'est, j'en parlais en premier lieu, c'est reconstruire la chaîne de compromission, c'est-à-dire reconstruire toutes les petites vulnérabilités qui ont été exploitées au fur et à mesure de la chaîne, toutes les petites mauvaises pratiques, les mauvais mots de passe, les vulnérabilités logicielles, les machins, les trucs qui ont permis d'aboutir à la compromission. Reconstruire cette chaîne-là. On appelle ça remonter les miettes de pain. Ensuite, la deuxième chose, c'est rechercher les indicateurs, c'est-à-dire rechercher toutes les informations qui nous permettent soit de mieux comprendre le type de compromission observé, soit aussi de rechercher les informations qui nous permettent de mieux se renseigner sur les attaquants. Voilà, est-ce qu'on peut trouver des adresses de leurs serveurs, des fichiers qui sont classiquement utilisés dans des incidents, des comptes, des adresses mail, et ça arrive assez régulièrement. Donc, il y a une vraie nécessité de recherche. Et ça, évidemment, dans le cadre de gros incidents, ça conforte notamment tout ce qui est dépôt de plainte, dépôt de dossier aux assurances, etc. C'est des informations sur lesquelles elles sont preneuses. Ensuite, il y a la notion de cartographie du périmètre compromis. Souvent, je suis désolé, je tape beaucoup sur le prisme médiatique autour du monde de l'incident, mais souvent, quand on pense incident de sécurité, on pense des très grosses choses. Voilà, on pense aux rançongiciels, on pense aux très grosses fuites de données, etc. Et ça, c'est des éléments où la cartographie du périmètre, elle est évidente, c'est pas dur, tout est par terre. Du coup, on ne se pose pas trop la question. Mais il y a énormément d'incidents, en réalité, où c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est l'immense majorité des incidents où, en fait, on va se dire « Ah tiens, tel serveur, on ne sait pas trop si l'attaquant il est passé par là ou pas. » Ou « Ah tiens, tel utilisateur, on a un doute sur le fait que l'attaquant a essayé de l'utiliser, mais c'est pas sûr. » Ou « Tiens, tel fichier, il est bizarre, l'antivirus l'aime pas. Ah, mais en fait, il n'est pas lié à l'incident. » Etc. Voilà. Et tout ça, tous ces petits éléments-là, c'est pour ta cartographie, en fait, concrètement, quelle partie du SI est malade et doit faire partie de la remédiation. Et enfin, dans le cadre de fuite de données, la dernière étape, le dernier objectif de l'investigation, c'est ce qu'on appelle caractériser et qualifier l'exfiltration, c'est-à-dire, en fait, comprendre quelles données ont été exfiltrées, en quelle quantité, vers qui, le type de données, leur criticité, leur valeur, pas leur valeur financière, mais leur valeur, notamment en termes de date. C'est très fréquent, typiquement, qu'on ait des exfiltrations de données critiques, mais qu'on 10 ans. L'attaquant a exfiltré une base entière de données de mots de passe, mais c'est que des mots de passe d'un ancien SI qui n'existe plus et qui a 15 ans, et le fichier traînait par hasard sur un serveur. Voilà, par exemple, ça fait partie du job. Du coup, dernière question, et après, promis, j'arrête de vous embêter. Dans le cas où vous êtes impliqué dans un incident de sécurité, d'après vous, quelles sont les informations que vous devez être capable de fournir? Donc voilà, mettons, dans le cadre d'un établissement qui se ferait compromettre et on estime que c'est l'application que vous avez développée qui a servi d'accès initial. J'imagine qu'il faut fournir les logs. Oui, J'imagine qu'il faut fournir un rapport d'audit qui doit être fait, oui, j'imagine, oui, après. tout Et à un fait. certificat de conformité en amont Oui, de ce qu'on a déjà fait, ce qui a c'est été ça. fait. Tout à fait. Déjà, il y a ça. Les journaux, les rapports d'audit, les certificats de conformité, globalement, totalement. Si vous avez aussi les morceaux de PGSSI qui concernent spécifiquement ce périmètre-là, c'est bien. Voilà, est-ce qu'il y avait une politique de mot de passe en place? Quels sont dans les spécifications techniques les protocoles utilisés? Ce genre de choses. C'est assez critique. Un élément aussi que vous voulez pouvoir fournir, c'est la caractérisation et la qualification du type de données qui sont traitées par vos applications. Voilà, est-ce que c'est des données de santé? Est-ce que c'est des données techniques? En quel type de quantité on parle? Comment elles sont stockées? Voilà, ça, c'est des informations qui peuvent être intéressantes à fournir. Et j'imagine aussi le contrat avec la SI pour savoir qui a Oui, responsabilité de quoi. Parce qu'en tout à fait, fait. parfois, il peut y avoir des Tout à fait. responsabilités partagées. Tout à fait. Il faut savoir, tout à fait. Il faut savoir que c'est pas pendant la réponse sur incident qu'on fait de la responsabilisation.
Après, ce n'est que mon biais que mon point de vue évidemment, mais je veux dire, nous, on a vraiment une vision très opérationnelle. Notre objectif, c'est corriger le problème. Il peut y avoir ensuite, effectivement, suite à certains incidents, des batailles juridiques de fond, mais et sur lequel effectivement il faut se préparer, mais c'est pas forcément la réaction qui est attendue de votre part en première instance, quoi. C'est plutôt les assurances qui se poseront les questions, Voilà, j'imagine. exactement. C'est typiquement des débats qui vont émerger avec les assurances. D'autres Moi, suggestions? Oui, allez-y. j'ai une question qui est un peu inverse, en fait. C'est que nous, Mhm, si on est implanté dans un hôpital, par exemple, qui subit une cyberattaque, mhm. en fait, qu'est-ce que nous, on doit faire? J'imagine que l'hôpital va nous contacter. Oui. Et du coup, j'imagine qu'on va devoir faire une mise en quarantaine, en tout cas, et ensuite voir techniquement s'il y a des choses qui ont été compromises à l'intérieur du software. Oui, C'est ce que alors, j'imagine. effectivement, s'il s'avère que le périmètre d'incident correspond ou peut correspondre au périmètre qui vous impacte vous, effectivement, il peut y avoir des process de mise en quarantaine, il peut y avoir des process d'isolement. En général, ça va plutôt être piloté par les équipes SI, soit du CERT, soit de l'établissement lui-même, puisque le serveur en lui-même est plutôt comment dire, sous contrôle de l'établissement. Mais quand c'est sous votre contrôle à vous, par exemple, c'est un serveur à vous que vous avez déployé là-bas, oui, il faut être en capacité d'intervenir pour l'isoler rapidement au moment du déclenchement. Oui. Pareil, ça peut être couper certains flux ou couper certaines interactions avec des services tiers, par exemple. Ok. Alors, est-ce qu'on ne garderait pas le rétex pour une prochaine intervention? Qu'en dis-tu, Iman? Bah, c'est en fonction du timing que tu as. Peut-être, Olivier, effectivement, que ça peut être une bonne idée de le garder pour la prochaine Oui. fois. Et comme ça, nous, on va vous transmettre un petit questionnaire de satisfaction. Donc, peut-être que dans ce questionnaire, vous pouvez aussi indiquer ce que vous attendez de cette partie-là, rétexte d'intervention. Comme ça nous permettra, ça vous permettra, Olivier, Iman, d'orienter peut-être un peu plus votre discours. Si ça vous va, je pense qu'on peut faire comme ça. Moi, je vais vous envoyer le petit lien vers le questionnaire de satisfaction et comme ça, on recueillera un peu vos retours. Si ça vous va. Ça te va, Olivier, en tout cas Oui, Iman, ça me va Oui. très bien. J'espère que la présentation vous aura intéressé. J'espère que ça vous a plu. Activez la cloche, tout ça. Et ouais, n'hésitez pas à envoyer du feedback sur quel type de présentation vous intéresse ou quel type de contenu vous intéresse. Voilà, parce que on peut avoir des choses à raconter. On a toujours des anecdotes. C'était Et j'en super, profite merci beaucoup. aussi. Pardon. Avec J'en plaisir. profite aussi juste pour vous rappeler qu'on fait aussi un accompagnement d'évaluation de la maturité cyber, à la fois de votre organisation et de vos produits, à travers notre outil interne, le CyberDiag. Donc, n'hésitez pas à contacter l'équipe innovation et ça sera avec plaisir d'échanger avec vous et de pouvoir aussi discuter autour des bonnes pratiques à mettre en place. Tu as raison, Iman. Je remets dans la conversation, du coup, en plus du sondage, oui, du sondage, je vous remets également l'adresse mail de l'adresse innovation, donc à laquelle vous pouvez me contacter. Je contacterai ensuite Iman pour que vous puissiez profiter donc d'un cyberdiag. Mais je vois autour de la table qu'il y en a qui en ont déjà profité. Je reconnais des adresses mail. Donc d'un cyberdiag ou d'une analyse de risque avec l'équipe cyber. Et pour répondre à la question, possible d'avoir la vidéo? Oui, on a été enregistré, on vous l'enverra à minima par mail. À voir si derrière on diffuse à plus large échelle, ça on réfléchira, mais en tout cas, oui, on vous l'enverra par mail. Il y a pas de sujet. Voilà, Ok. et on vous envoie aussi les slides du coup. N'hésitez pas à répondre, en tout cas, à prendre 2 petites secondes pour répondre au sondage. Si vous voulez les slides et si vous voulez l'enregistrement, répondez bien au sondage et comme ça, nous, on aura votre adresse mail pour vous envoyer les éléments. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Olivier et Iman d'avoir pris 2 heures de votre temps pour nous faire cette présentation. Et du coup, on revient très bientôt pour une partie sur les rétextes interventions du CERF Santé lors d'un incident cyber. D'ailleurs, tu avais commencé à en parler un peu plus tôt dans la présentation, Olivier. Donc, on revient rapidement à ce sujet-là. Merci beaucoup à tous. Très, très bonne Avec journée. plaisir. Merci Bon beaucoup. après-midi. Au revoir. Au revoir.